Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui on est parti pour une petite FAQ. Ça fait une bonne semaine que l'annonce FAQ avait été postée sur la chaîne, donc on est parti aujourd'hui avec une dizaine de questions et il y a notamment des questions très intéressantes comme la première, celle de Yankuba Fati. Pourquoi l'Afrique et l'Asie ne font pas partie de la Finalissima? Alors la Finalissima, c'est cette compétition qui a vu s'opposer il y a une grosse quinzaine de jours, me semble-t-il, l'Argentine à l'Italie. C'était donc du côté de Wembley, donc l'Argentine vainqueur de la Copa América de la précédente édition et l'Italie vainqueur de l'Euro. Pourquoi l'Afrique et l'Asie ne font pas partie de la Finalissima? Tout simplement, je pense que tu connais la raison, je pense que vous connaissez tous la raison, parce que ces deux continents sont considérés certainement injustement comme étant inférieurs sur le monde footballistique. Donc voilà, j'ai pas d'autres explications que celle-là, et ils sont vraisemblablement considérés comme inférieurs, le continent africain et le continent asiatique. Alors il est vrai que voilà, c'est toujours une histoire très très surprenante de ne pas aussi considérer le continent africain, qui a de grands joueurs, qui a de grandes sélections. Bon, l'Asie est un continent qui est émergent, on va dire, en ce qui concerne le football, mais qui reste tout de même en termes de qualité assez faible par rapport aux autres continents. Donc voilà, c'est la seule raison moi que je peux t'offrir, et c'est une raison voilà qui n'est pas forcément défendable. C'est tout simplement la considération que les instances footballistiques, notamment la FIFA, c'est la considération qu'elle porte envers le continent africain et aussi le continent asiatique. Ensuite, on continue les amis avec une question de Kamyon Dwokpo qui me demande mon avis sur la situation actuelle du Barça. Est-ce que le club pourrait être actif sur le mercato et conclure presque toutes leurs cibles? J'apprécie beaucoup ton travail, merci à toi. Alors en ce qui concerne le Barça, vous l'avez bien compris, côté catalan, on est quasiment sur la même situation que l'année dernière, c'est-à-dire que le Barça va avoir beaucoup de mal à recruter, ou en tout cas à acheter des joueurs. Il va y avoir des arrivées, je pense, côté catalan, mais ça sera comme un petit peu l'année dernière, des joueurs qui sont en fin de contrat avec leur club. Financièrement, le Barça ne va pas bien. Voilà, ça c'est une information que l'on a déjà depuis quelques années. C'est compliqué pour le Barça de concurrencer les grandes écuries européennes lorsqu'il s'agit d'un transfert. En revanche, le Barça, c'est un club qui attire toujours, et évidemment que des joueurs en fin de contrat peuvent être intéressés par le Barça. Alors, je pense qu'il y aura tout de même un ou deux coups réalisés par les Catalans en ce qui concerne des transferts, et je pense que la priorité, on l'a tous compris, que c'est celle de Robert Lewandowski. Il faudra tomber d'accord avec le Bayern. Est-ce que le Barça sera en mesure de le faire? Eh bien, je leur souhaite. Alors, il faut savoir aussi que le Barça est en train de finaliser de gros contrats tout de même par rapport à la vente de certains droits côté catalan, de certaines licences. Et il pourrait y avoir quand même une certaine rentrée d'argent, du côté du club. Donc voilà, si ça peut se finaliser sur cet été côté catalan, peut-être que ça pourrait aussi chambouler un petit peu le mercato du FC Barcelone. Ensuite, on continue les amis avec une question de Siaka. Il nous dit: je suis d'accord avec Javier Tebas, le PSG est une insulte pour le football. Pourquoi le football accepte ce genre de club et le fair play financier n'existe plus? Ou bien réponds-moi s'il te plaît. Alors bon, je suis pas spécialement qualifié pour parler du fair play financier. Voilà, ce que l'on sait du fair play financier, les amis, c'est que voilà, il ne faut pas dépenser plus que ce que l'on gagne. Voilà, en gros, c'est ça le fair play financier. Et du côté de Paris, on dépense beaucoup, mais il y a quand même aussi de grosses rentrées d'argent. Je ne suis vraiment pas spécialisé sur le fair play financier, et voilà, j'ai pas la tête non plus dans les comptes du Paris Saint-Germain, donc je ne peux pas répondre sur cette question du fair play financier.
Autre question, Eddie qui me demande mon avis sur les propos de Robert Lewandowski. Est-ce que tu penses que le Bayern ne l'a pas respecté? Peut-être aussi qu'il se passe quelque chose en coulisses ou qu'il s'est passé quelque chose en coulisses. Alors en ce qui concerne Robert Lewandowski, vous l'avez bien compris, il est parti quand même en guerre depuis quelques semaines contre le Bayern. Il demande fermement son départ du Bayern. Ouais, il y a quelques jours, il a annoncé que quelque chose était mort en lui. Bon, le lendemain, il a fait un petit peu marche arrière en disant j'espère que le Bayern va comprendre, les supporters vont comprendre mon choix, c'est de trouver un nouveau challenge après près de 10 ans passés du côté de Munich. Mais voilà, il a tout de même utilisé des mots très très forts, Robert Lewandowski, et on a l'impression que ça va se terminer au clash, cette histoire entre l'attaquant polonais et le club. Et on voit mal quand même comment le joueur pourrait continuer l'année prochaine avec tout ce qu'il vient de sortir et surtout avec tout ce que les supporters ont pu entendre. C'est sûr que c'est quelque chose qui ne va pas passer. Alors est-ce que le Bayern ne l'a pas respecté? Ce que l'on sait, c'est que le Bayern a visiblement tenté son coup sur Erling Haaland. Ça n'a pas dû plaire à Robert Lewandowski. Et puis ce que l'on peut dire aussi, c'est que le Bayern n'a pas très bien géré ce dossier Lewandowski. Ils auraient dû véritablement accélérer en ce qui concerne la prolongation de contrat, être beaucoup plus incisif avec le joueur. Alors, ils ont certainement tenté de nombreuses reprises, mais il fallait peut-être insister beaucoup plus côté bavarois et je pense que oui, le fait d'avoir entendu beaucoup parler de Haaland du côté du Bayern, c'est quelque chose qui a dû aussi faire mal vraisemblablement à Erling Haaland. Donc bon, il s'est passé beaucoup de choses, je pense, en interne, mais c'est tout de même dommage de voir que ça se termine comme ça, puisque ça a été tout de même une collaboration d'une dizaine d'années qui ont été plutôt fructueuses entre le Bayern et Robert Lewandowski. On enchaîne les amis avec une question de Bernard. Salut Roby, j'aimerais savoir qu'est-ce que le Real fera l'année prochaine avec Kubo et Brahim Diaz. J'apprécie ces deux joueurs. Alors en ce qui concerne Kubo, il semblerait que ça soit compliqué pour lui du côté du Real Madrid et que l'on penche peut-être pour un transfert de Kubo. Alors un transfert, ça peut aussi inclure une clause de rachat parce que c'est un joueur sur qui le Real a misé quand même depuis quelques années. Il y a eu des prêts. C'est un joueur extra-communautaire, c'est ça aussi qui est un petit peu problématique, donc je pense que Kubo ne sera pas au Real l'année prochaine. Est-ce que ça sera un nouveau prêt? Est-ce que ça sera un transfert, un transfert avec une clause de rachat? Je ne sais pas, en tout cas je pense qu'il ne sera pas au Real. Et puis pour Brahim Diaz, j'ai quand même du mal à croire que Brahim Diaz va revenir du côté de Madrid. Avec la présence de Karim Benzema, il faut quelqu'un qui accepte tout simplement le poste de numéro 2. Je suis pas sûr que Brahim Diaz accepte ce poste. Je ne suis pas sûr non plus qu'il continue du côté de Milan, mais ça me semble hypothétique de voir ces deux joueurs du côté du Real l'année prochaine. Ensuite, question de KX. Penses-tu que si Guardiola était à la tête de la sélection espagnole, il apporterait plus de tranchant avec un plus au niveau technique de cette sélection espagnole? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Guardiola serait le profil parfait pour la sélection espagnole. Je crois qu'il s'était déjà exprimé, Pep Guardiola, sur l'un de ses objectifs. Il avait annoncé qu'il aimerait prendre en main une sélection nationale. Alors bon, pour le moment, il est toujours du côté de City et je pense qu'il sera encore du côté de City pendant encore au moins un an, voire peut-être plus. Mais il a toujours dit que oui, dans sa tête, une sélection nationale serait quelque chose qui pourrait l'intéresser. Je pense que c'est la personne qui pourrait correspondre totalement au style de jeu de l'Espagne. On sait comment l'Espagne joue. Il n'y a pas 36 manières de jouer en Espagne et on sait très bien que Pep Guardiola pourrait apporter encore une touche un petit peu plus intéressante à cette sélection espagnole qui parfois est ronronnante. Donc oui, je pense que ce serait véritablement une bonne idée pour l'Espagne dans quelques années peut-être d'officialiser une arrivée de Pep Guardiola. On continue les amis avec deux questions de Zach Lenoebe. Premièrement, quel est ton avis sur la Serie A? C'est un championnat que j'apprécie beaucoup, la Serie A. Il y a des équipes très, très séduisantes, très intéressantes dans leur philosophie. Par exemple, Sassuolo. Après, tu en as beaucoup du côté de l'Italie qui sont très agréables à voir jouer. J'apprécie le fait que l'on puisse enfin profiter du grand retour de l'AC Milan, du grand retour de l'Inter depuis quelques années.
années. La Juve est en train de traverser une période un petit peu compliquée, mais je pense que le club va se relever assez rapidement. J'espère aussi revoir très rapidement la Roma dans la lutte. Il y a toujours le beau boulot du côté de l'Atalanta. Donc voilà, il y a vraiment un championnat qui est plutôt agréable du côté de l'Italie. C'est un championnat que j'aime beaucoup suivre. Autre question de Zach Lenouébé qui me demande mon avis sur le niveau de l'équipe de France et la composition des Bleus. Lui n'aime pas beaucoup la composition des Bleus, peut-être le schéma tactique. Il me suit, Zach, d'ailleurs, depuis le Maroc. Ben, merci à toi, Zach, parce que je sais que tu es très présent sur la chaîne, tu es très actif, je te vois laisser beaucoup de commentaires. Ça fait tout simplement plaisir d'avoir ce genre de commentaires et des personnes qui sont toujours autant présentes. Donc merci à toi, Zach. Et en ce qui concerne l'équipe de France, je pense qu'il y a vraiment un gros chantier défensivement. On est toujours très peu rassuré sur le niveau de l'équipe de France, notamment défensivement. On n'arrive pas à trouver la bonne formule défensivement du côté de l'équipe de France, que ça soit sur les latéraux, que ça soit aussi sur les défenseurs centraux. On a beaucoup de noms, mais trouver la bonne formule, c'est quelque chose de très compliqué pour les Bleus. Moi, je suis pas un très grand fan de la défense à 3 que l'on voit être utilisée par l'équipe de France depuis plus d'un an maintenant. Il me semble que lors de la Ligue des Nations l'année dernière, avec les victoires face à la Belgique et l'Espagne, les Bleus avaient joué à 3, donc ça avait été intéressant. Face au Danemark, là très récemment, on a vu cette défense à 3 qui était en grande difficulté. On est repassé sur une défense à 4 il y a une grosse semaine face à la Croatie. Je peux pas vous parler du match face à l'Autriche, les amis, parce que la FAQ, je l'ai tourné l'après-midi de ce match face à l'Autriche, donc je ne peux pas vous parler de la composition face à l'Autriche. En tout cas, on a du mal vraiment et véritablement à trouver la bonne formule pour l'équipe de France, et surtout défensivement. C'est ça qui est inquiétant, parce que je pense que aller remporter une Coupe du Monde, ça veut dire être très solide défensivement, et à l'heure actuelle les Bleus ne sont pas assez solides défensivement. Autre question, Sinari Zerbo, salut Robinho, penses-tu que Vinicius peut être le meilleur buteur la saison prochaine? Alors je pense que tu veux me parler du Real Madrid. Est-ce qu'il peut devancer Karim Benzema? Non, j'ai beaucoup de mal à y croire. C'est déjà exceptionnel ce qu'a fait Vinicius cette année. Je pense qu'on est d'accord, là-dessus. Les stats de Vini sont monstrueuses. De là à dépasser Karim la saison prochaine, je n'y crois absolument pas, parce que tout simplement c'est déjà une question de poste, de profil. Vinicius est un joueur qui est en train de progresser. Karim est un buteur avéré. Donc j'ai du mal à imaginer quand même Vinicius l'année prochaine être devant en ce qui concerne Karim Benzema. Karim numéro 9, Vinicius est un ailier, donc évidemment celui qui marquera le plus de buts, ça sera vraisemblablement le numéro 9, et quand on voit la qualité de Karim, on peut penser que l'année prochaine, ça va encore être une année assez intéressante pour KB Nouébé. Ensuite, on va terminer, les amis, avec les deux dernières questions. Premièrement, Mustapha, est-ce que Mbappé pourrait venir au Real Madrid dans 2 ans? Moi, tout ce que j'ai à dire sur cette saga Mbappé qui dure depuis plus d'1 an et demi maintenant, c'est que pour moi, le Real Madrid reviendra évidemment à la charge avec Mbappé, donc dans 2 ans, peut-être 3. 2 ans parce qu'il restera 1 an de contrat à Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Pour moi, les amis, je suis persuadé que le Real reviendra à la charge dans 2 ans. Peu importe ce qu'il s'est passé, Kylian fait partie des meilleurs joueurs au monde. Le Real Madrid fait partie des meilleures équipes au monde et veut toujours avoir les meilleurs joueurs. Donc oui, pour moi, dans 2 ans, il y aura un nouveau feuilleton Kylian Mbappé. Ensuite, on termine avec cette dernière question de TOG75. Salut Robinho, concernant l'équipe de France, est-ce que Didier Deschamps va enfin trouver une bonne compo, parce que son système de 3 défenseurs, eh bien moi je ne suis pas trop convaincu. Quelle composition aimerais-tu voir pour la Coupe du Monde? Bon, on vient d'en parler de l'équipe de France. Moi non plus, je ne suis pas forcément très convaincu par le système à 3 défenseurs. Moi, je préfère en général les systèmes à 4 défenseurs. Et du côté de l'équipe de France, je pense que le 4-3-1-2 que l'on a vu notamment souvent sur le Mondial 2018 est un schéma qui peut permettre à certains joueurs d'être véritablement bien utilisés à leur poste. Donc 4-3-1-2, 4-4-2 suivant les positions sur le terrain, mais plutôt ce style là. Voilà les amis, la fin de cette FAQ, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.